On accueille donc avec plaisir Rémi Kayat. Rémi est chercheur spécialisé en sciences du jeu affilié au Expressive Game Lab de l'Université de Lorraine. Il est intéressé en particulier par l'étude des discours, les études culturelles. Il a soutenu sa thèse fin 2016 en sciences de l'information et de la communication avec comme titre les jeux vidéo américains de l'après 11 septembre 2001, la guerre faite jeu, nouveau terrain de propagande idéologique. Le cœur de ses travaux de recherche actuels porte sur l'analyse des dispositifs de jeu en tant que processus de médiation et de persuasion. Au sein du Expressive Game Lab, Rémi Kayat travaille sur le projet de recherche et développement Goblin's Story, qui vise à faciliter la génération automatique d'environnements de jeu, d'éléments de narration et de gameplay qui produisent des émotions spécifiques chez les joueurs. Sa communication s'intitule « L'émotion comme moteur de jeu, mettre des mots sur une expressivité vidéoludique ». Merci Rémi. Merci. Donc, bonjour à tous, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Comme ça a été dit, je suis chercheur en sciences du jeu à l'Université de Lorraine. Je fais partie du centre de recherche sur les médiations, l'Expressive Game Lab. Et dans ce cadre, en ce moment, je travaille sur le jeu vidéo comme dispositif de transmission d'émotions. Le projet dans lequel ces travaux s'inscrivent est un projet de recherche et développement qui est porté conjointement par l'Université de Lorraine et par le studio indépendant Goblin's Studio. Donc, ce projet, qui s'appelle Goblin's Story, a comme particularité de faire se rejoindre des considérations théoriques qui relèvent de plusieurs champs disciplinaires avec des problématiques concrètes de design et de développement. Je vais partager aujourd'hui avec vous, puisque je suis à mi-parcours du projet, la manière dont j'ai eu recours à certains outils en sciences affectives pour faciliter le dialogue entre chercheurs et professionnels, entre partenaires publics et privés, et surtout entre sciences du jeu et pratiques du game et du narrative design. Je développerai d'abord comment les enjeux croisés de recherche et de développement ont rendu ce recours aux sciences affectives incontournable, avant d'en aborder les intérêts théoriques et pratiques. Le cœur du projet Goblin's Story consiste à concevoir et à valider une méthode de conception qui permette de faciliter le développement de futures expériences de jeu qui soient à la fois des expériences procédurales générées semi-aléatoirement, notamment en fonction des choix et des actions des joueurs et des joueuses, ce qui correspond aux expériences de jeu qui sont habituellement développées par le studio Goblin's. Procédurale, mais aussi cohérente sur les plans de la construction narrative et des émotions exprimées dans le jeu par le jeu. Donc à la fois procédurale, mais qui soit aussi des expériences de jeu qui permettent de travailler plus largement sur la question de la compréhension plus générale de la portée affective du jeu vidéo en tant que dispositif, sur l'efficacité et la reproductibilité de la transmission affective émotionnelle par le jeu. Donc ça, c'est des questions qui sont plus liées aux activités de l'Expressive Game Lab. Donc ces deux enjeux ou besoins combinés rendent le projet complexe, voire un peu schizophrénique, puisqu'il s'agit de mettre au point une méthode de conception qui puisse générer des séquences semi-aléatoires, mais efficaces, qui dépendent des choix et des actions des joueurs, mais qui soient reproductibles. Donc la solution la plus logique, pour moi, dans ce cadre, pour faire se rejoindre tous ces enjeux, ça a été d'utiliser directement les émotions comme variable d'étiquetage qui me permet d'encadrer et de contraindre la génération procédurale de contenu. L'idée étant qu'en arrivant à proposer un système de jeu qui puisse générer des espaces et du gameplay en fonction des émotions qu'on vise à communiquer, je pourrais faire se rejoindre tous les enjeux du projet, avancer sur le design d'expériences de jeu efficaces sur le plan de la transmission affective, et mieux comprendre justement ce qui rend cette transmission efficace ou non. Alors seulement le fait d'utiliser les émotions pour rationaliser quelque chose de complexe comme la génération procédurale engendre de nouvelles problématiques, malheureusement, qui sont assez centrales, notamment celle de savoir qu'est-ce que c'est une émotion, qu'est-ce qui différencie des émotions entre eux, et quelles émotions utiliser, ce qui était aussi très central pour le coup. Alors pour faire court, il y a deux grands types de réponses à ces questions, de ce que sont les émotions et de ce qui les différencie en sciences affectives, les modèles catégoriels et les modèles dimensionnels, dont je ne parlerai pas parce que c'est trop long. J'ai eu recours aux modèles dimensionnels surtout pour faire se rejoindre tous les enjeux de recherche et toutes les problématiques. Alors j'en parlerai peu, mais je vous en montre quand même. Je ne parlerai pas du tout des modèles catégoriels parce que je n'ai pas le temps, mais je vais surtout me concentrer sur les modèles dimensionnels qui m'ont beaucoup aidé dans ce projet. Donc les modèles dimensionnels, la plupart d'entre eux, ils proposent, comme leur nom l'indique, d'organiser et de répartir différentes émotions par le croisement d'au moins deux dimensions. On y retrouve généralement, comme dans le modèle de Russell ici, une dimension de valence, positive ou négative, ici en horizontal, qui distingue les émotions agréables des émotions désagréables, qui est associée, dans ce cas-là, à une dimension d'excitation, ici arousal, verticalement, qui distingue des émotions associées à un fort degré d'activité, ou au contraire, à une relative passivité. Cette manière de distinguer les émotions en fonction de leur valeur sur différentes échelles, en fait, elle est idéale pour mon travail,
puisqu'elle est idéale pour me permettre de trouver un dénominateur commun entre recherche et industrie, design et théorie. Elle me permet de décrire et de caractériser différentes émotions de manière très précise et donc potentiellement de manière reproductible. L'autre intérêt, c'est qu'en adossant mes travaux sur ce type de modèle dimensionnel, je peux envisager d'adapter ce principe au design concret d'expériences de jeu procédural, qui soient efficaces, si possible, sur le plan affectif. C'est-à-dire d'utiliser les émotions et surtout les valeurs qui permettent de les répartir dans ce type de modèle dimensionnel comme des variables et des méthodes d'étiquetage pour générer du contenu procédural. Alors avant d'aborder concrètement le type d'application qui est issu de ces modèles dimensionnels, je précise que ces modèles sur valence-excitation les plus répandus, comme celui-ci, ne sont pas les plus satisfaisants pour moi, tout simplement parce que je peine à traduire ou à adapter la dimension d'excitation, donc ici arousal, parfois alertness, excitement, je peine à la traduire en principe concret de conception. Et c'est en partie pourquoi j'ai eu finalement recours à un autre modèle dimensionnel qui est légèrement différent, qui est la roue des émotions de Genève. Mise au point par les collègues du Centre interfacultaire de sciences affectives à Genève, la roue des émotions de Genève a été régulièrement étayée entre 2005 et 2013. Elle est le fruit de recherches théoriques sur le processus émotionnel, qui sont des recherches théoriques qui sont complétées par des recherches empiriques. L'idée étant, des recherches empiriques qui portent sur les dimensions les plus fortement associées par des répondants et des répondantes à des termes qui décrivent des ressentis émotionnels. Le fait de recourir à cette roue me permet d'établir une grille de lecture commune entre les intervenants et les intervenantes du projet Goblins, de faciliter le dialogue entre chercheurs et chercheuses, indépendamment de leur discipline, entre acteurs et actrices du développement, indépendamment de leur secteur d'activité, et surtout aussi entre utilisateurs et utilisatrices, qui contribuent, à mon sens, pleinement à ce projet. La roue de Genève a justement l'avantage d'impliquer plus facilement que d'autres modèles les utilisateurs et les utilisatrices, parce qu'elle est à la fois un modèle dimensionnel et un outil d'auto-évaluation des ressentis affectifs. Dans cette optique, elle a été pensée pour permettre de facilement mettre des mots sur des ressentis affectifs qui sont complexes. Elle repose ainsi, et je cite Klaus Scherrer qui a proposé la première version de cette roue en 2005, sur des labels standards issus du langage naturel, ce qui était moins le cas dans le modèle précédent. Ces labels standards ont depuis été testés et validés dans 10 langues différentes pour obtenir la version actuelle qui est censée être culturellement et lexicalement transversale, aussi transversale que possible. En plus de cette transversalité, plutôt que de complexifier les choses en définissant des nuances sémantiques entre par exemple colère, rage, énervement, irritation, ici les 20 familles d'émotions qui structurent la roue sont associées à 5 degrés d'intensité. Lors d'une auto-évaluation, plus un rond éloigné du centre de la roue est sélectionné par un répondant ou une répondante, plus il ou elle estime ressentir une émotion forte. Ce qui permet, pour citer Klaus Scherrer à nouveau, de faire de cette roue un outil user-friendly. Et dans mon cas, d'en faire un outil user-friendly, researcher-friendly, developer-friendly. Appliqué à la conception d'expériences de jeu procédurales, la facilité d'utilisation, l'ambition transversale de la roue des émotions de Genève me permet de mettre au point une méthode d'étiquetage de contenu d'après ces 20 familles d'émotions pour rationaliser la génération procédurale, semi-aléatoire de séquences de jeu en fonction des émotions qu'on cherche à transmettre dans telle ou telle séquence. Dans ce cadre-là, un des besoins qui était exprimé par le studio de développement qui est partenaire dans ce projet, c'était d'éviter que, par exemple, des personnages expriment des ressentis qui soient complètement incohérents avec les enjeux de narration ou de gameplay durant certaines séquences. Au niveau de la narration et du texte en jeu, par exemple, l'idée, c'est d'utiliser cette roue de Genève pour étiqueter des séquences longues, comme des arcs ou des embranchements scénaristiques, en définissant un ou plusieurs cadrans, que je vais faire sortir ici, de la roue, en définissant les cadrans qui correspondent à ces séquences ou à ces arcs, et en étiquetant, par exemple, chaque ligne de dialogue potentielle avec une ou plusieurs des familles de la roue. Ce qui permet d'encadrer la génération procédurale et de faire ressortir que les lignes de dialogue qui correspondent aux cadrans et aux séquences qu'on a choisies. Ce système d'exclusion, basé sur un étiquetage affectif, permet par exemple d'éviter qu'un personnage fasse une remarque amusante en plein milieu d'une séquence de tension. C'était un exemple très concret qui m'avait été donné par le studio de développement. On pourrait très bien arriver au même résultat avec d'autres modèles dimensionnels ou les modèles catégoriels dont je n'ai pas parlé, mais l'intérêt de ce modèle-là plutôt que d'un autre, et pourquoi je l'ai choisi, c'est ce qui permet d'étiqueter non seulement les éléments textuels et narratifs, même si je suis passé très vite dessus, mais aussi les éléments qui relèvent du gameplay, des modalités d'interaction. Je présente ici la version actuelle de la roue de Genève en faisant apparaître les 2 axes qui la structurent, qui ne sont pas visibles dans les campagnes d'auto-évaluation quand on utilise cet outil. Le premier axe qui est commun aux autres modèles dimensionnels, c'est la valence, dont j'ai déjà parlé.
Et le second, c'est celui du contrôle, qui se substitue ici à celui d'excitation qu'on retrouve généralement dans les modèles dimensionnels. Et c'est justement cette particularité de reposer sur une dimension de contrôle qui va me permettre d'utiliser cette roue de Genève comme un outil d'étiquetage du gameplay. Alors cette piste de développement qui est prometteuse, ou qui me semblait prometteuse à l'époque, c'est d'abord présentée sous la forme d'un problème, puisque cette dimension de contrôle, elle est parfois difficile à cerner, et elle est d'ailleurs définie assez différemment dans des travaux en sciences affectives qui ont recours. Je vous montre ici quelques citations que j'ai choisies un peu exprès pour faire ressortir cette polysémie. Donc, cette dimension de contrôle, elle caractérise des états affectifs qui émergent dans des situations dans lesquelles on se sent en contrôle, ou au contraire dans lesquelles on se sent démuni. Donc on parle dans ce cas-là de coping potential, au sens de capacité à surmonter cognitivement, affectivement, physiquement une situation. En plus de ce potentiel de coping, on trouve également dans la littérature des appellations de puissance, dominance, par opposition à faiblesse, soumission, ici power, weakness, dominance, submission, pour souligner ce qui est entendu par contrôle. On utilise, moi aussi d'ailleurs, parfois l'accolade de plusieurs autres termes pour les mêmes raisons, pour bien comprendre ce qu'on entend par contrôle, notamment la potency control, potentialité contrôle, ou power control qu'on trouve aussi régulièrement. Alors je vais quand même garder les choses simples et je vais continuer à parler de contrôle pour renvoyer tout à la fois à coping, power, potency, dominance, etc. Ceci dit, c'est justement le fait que cette dimension de contrôle affectif, elle renvoie à ces différentes facettes, qui m'intéresse tout particulièrement ici, puisque on retrouve, à mon sens, ces différentes facettes dans la manière dont Jeannette Murray décrit le principe d'agentivité dans Hamlet on the holodeck. Elle définit au début du chapitre qu'elle y consacre l'agentivité comme le pouvoir satisfaisant d'agir de manière signifiante, et de voir les résultats de ses choix et décisions. Plus loin, elle parle d'un sentiment de puissance, et puis quand elle aborde l'exemple fameux de Tetris sous l'angle de l'agentivité, elle mentionne le plaisir de pouvoir exercer dans cette expérience de jeu une forme de contrôle. On retrouve ainsi, à mon sens, une polysémie assez similaire entre contrôle émotionnel et agentivité au sens de contrôle et pouvoir accordé aux utilisateurs et utilisatrices sur le déroulement d'une expérience de jeu. Une certaine importance est accordée par Murray au lien fort entre visibilité et agentivité, ce qui renvoie principalement au fait de pouvoir percevoir, lorsque l'on joue, les conséquences de ses actions. Plus on voit les résultats de ses choix et décisions, plus ils sont censés procurer un degré d'agentivité élevé et être considérés comme signifiants. Alors moi j'ai plutôt travaillé dans ce projet sur la prévisibilité des conséquences des choix et des décisions, comme marqueur d'agentivité, plutôt que sur la visibilité en aval des conséquences après coup. Alors c'est un choix de recherche et de conception qui est directement inspiré par ma lecture de retours d'expérience de développeurs et développeuses, notamment de jeux aux contenus procéduraux. Je pense en particulier aux réflexions de Tanya Short sur les liens entre compréhension du fonctionnement d'un système et implication émotionnelle des joueurs et des joueuses dans les expériences qui sont générées par ces systèmes. C'est ce qui est évoqué ici dans la citation que j'ai reproduite, que je vais lire parce que celle-là j'y tiens, l'idée que pour espérer atteindre un investissement émotionnel aussi important dans des expériences de jeu procédurales que dans des récits auteurés, les joueurs et les joueuses doivent entièrement intégrer le fonctionnement du système. Alors j'ai tronqué la citation qui portait à l'origine en particulier sur l'investissement au niveau des personnages et des personnalités générés procéduralement pour faire ressortir le fait que ce principe de prévisibilité me semblait être applicable à des contenus procéduraux de manière plus générale. Alors, appliqué aux enjeux de conception du projet Goblin Story, le lien entre contrôle émotionnel et agentivité et transparence des systèmes me permet de proposer des recommandations de conception générale, comme celle que je reproduis ici. Dans cet extrait des livrables qui sont encore en cours de finalisation, c'est en particulier au niveau de la mécanique générale de risque et récompense que le lien entre prévisibilité et agentivité, et donc contrôle, est le plus apparent. L'enjeu de ce type de recommandation générale, c'est d'encourager une équipe de développement à étiqueter des éléments de gameplay en fonction de leur degré d'agentivité, en fonction du pouvoir satisfaisant que ces mécaniques sont censées procurer, et en fonction des possibilités d'action signifiantes qui sont censées en découler. Le rapprochement entre contrôle et agentivité, dans ce cas précis, sous l'angle de la prévisibilité des conséquences, l'intérêt est de pouvoir recourir à des mécaniques conçues et surtout identifiées comme procurant un grand degré d'agentivité lorsqu'on cherche à transmettre un ressenti affectif qui est considéré sur la roue de Genève comme étant associé à un fort niveau de contrôle, par exemple la colère ou la fierté, et inversement d'avoir recours à des mécaniques censées procurer peu d'agentivité lorsqu'il s'agit de transmettre des émotions qui sont caractérisées par un faible ressenti de contrôle comme la tristesse ou le soulagement par exemple. Appliqué à la génération non plus
autoré manuel mais procédural de contenu, l'intérêt à plus long terme de ce type d'étiquetage qui passe par ce type de livrable, c'est de pouvoir mettre au point des systèmes qui modulent dynamiquement l'agentivité procurée ou non par les modalités de gameplay en fonction des ressentis qui sont visés à un moment de jeu ou à un endroit de l'expérience, voire en fonction de ce que le système perçoit de l'état émotionnel du joueur ou de la joueuse à un instant T. C'est encore très exploratoire, donc j'en parlerai pas plus. Dans tous les cas, que le contenu soit autoré ou procédural, l'intérêt c'est de pouvoir penser et concevoir des modalités de gameplay en termes de contrôle et d'agentivité pour pouvoir rationaliser, diriger, canaliser la transmission affective, transmettre des émotions efficacement aux joueurs et aux joueuses. Alors avant de conclure, vous voudriez sans doute voir des résultats, en fait moi aussi, mais la conception de prototypes dont j'en ai reçu certains dans le train hier est toujours un petit peu en cours, donc je n'ai pas encore pu appliquer ou faire appliquer dans ce projet ces recommandations dans des prototypes de manière satisfaisante et pouvoir tester et voir si ça fonctionne ou pas. Alors ceci dit, j'ai tout de même quelques débuts de résultats de l'application du principe de corrélation entre contrôle émotionnel et agentivité vidéoludique grâce à des tests que j'ai fait réaliser sur le jeu Lie in My Heart de Sébastien Janvaux. Alors ce jeu n'a pas du tout été conçu avec la méthode de conception dont j'ai montré quelques bribes, mais j'ai profité du fait, qu'il soit testé à l'Expressive Game Lab pour ajouter au protocole d'entretien d'une collègue quelques auto-évaluations de ressenti en utilisant la roue de Genève. C'est des évaluations qui portaient sur 2 moments de jeu assez distincts. En fait, elles comparent 2 séquences de jeu durant lesquelles la valence émotionnelle visée par Sébastien est relativement similaire, mais dans lesquelles la sensation de contrôle procurée aux utilisateurs et utilisatrices est assez différente. La séquence de l'annonce, ici en bleu, qui est au début du jeu, que j'avais identifié comme relevant d'un faible degré d'agentivité. C'est une séquence qui est plutôt unilinéaire, dans laquelle il n'y a pas ou peu de choix signifiants, et surtout dans laquelle les conséquences des choix sont peu visibles et surtout prévisibles. Elle a été évaluée comme associée principalement à des émotions négatives, à faible degré de contrôle, en particulier tristesse, culpabilité, regret et compassion, qui est un peu à cheval entre valence positive et négative. La séquence de la fleur, en rouge, que j'avais identifiée comme procurant potentiellement un plus fort sentiment d'agentivité parce qu'elle est multilinéaire, parce qu'il y a une insistance du narrateur sur la prise en main par le joueur ou la joueuse de la narration, parce que les conséquences des choix sont plus visibles et plus prévisibles que dans l'autre séquence. Elle a, elle, été auto-évaluée comme associée à des émotions plus diverses, mais notamment dans les régions à fort contrôle valence négative et à faible contrôle valence positive. Ces résultats ont été obtenus après une campagne de test assez réduite et assez fortuite, et portant sur un jeu qui n'a pas été conçu avec la méthode que j'ai pu présenter. Donc ces résultats, sans être suffisants, ils sont tout de même encourageants pour la suite du projet. Ils m'encouragent à persévérer et à récupérer bientôt des prototypes pour pouvoir avancer un peu plus. L'un des axes qui va me permettre d'éviter un éparpillement émotionnel, entre guillemets, comme c'est le cas ici pour la séquence de la fleur, ce sera d'utiliser la génération d'éléments audiovisuels, étiquetés encore une fois grâce à la roue des émotions de Genève, pour canaliser à nouveau les ressentis émotionnels en ayant recours à un principe de renforcement sensoriel. Je n'ai pas le temps de développer ce point, donc je passe tout de suite à la conclusion, ça c'est plus facile. En conclusion, la roue de Genève est utilisée dans le cadre du projet Goblin Story, à la fois comme une interface qui permet de relier différents intervenants et intervenantes et différents enjeux. Cette roue a rapidement pris une place centrale dans le projet puisqu'elle permet de travailler à mieux comprendre et à rationaliser la transmission d'émotions par le jeu dans le cadre de séquences semi-aléatoires. En rendant possible la formalisation d'une méthode de conception qui mélange des perspectives en sciences du jeu et en sciences affectives, cette roue de Genève me permet de viser la transmission de certains ressentis par la narration et par le texte, ainsi que de renforcer et de canaliser cette transmission par l'intermédiaire de la jouabilité et de l'audiovisuel, du renforcement ludique et du renforcement sensoriel. Pour reprendre Ed Tan, Bernard Perron, Nicole Lazzaro, cette roue et les dimensions qui la structurent sont centraux pour moi dans la mise au point d'une méthode de conception qui combine les potentiels du jeu vidéo dans la transmission d'émotions à la fois fictionnelles, viscérales, artefactuelles et ou relevant du gameplay. À terme, l'enjeu est de mieux cerner les nuances et les connexions entre ces différentes facettes du processus émotionnel dans les dispositifs interactifs, ainsi que les liens entre agentivité et transmission affective. Enfin, la facilité d'utilisation et l'ambition interculturelle et interlinguistique de cette roue permet à mon travail de recherche de faire le lien, concrètement, entre une équipe de développement et les ressentis que leur création génère ou non chez les joueurs et les joueuses. Ce qui fait de cet outil un langage commun particulièrement fécond pour penser le potentiel affectif du jeu vidéo. Et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Rémi. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Loïse, je cours à toi. Bonjour, merci. Je voulais savoir, je voulais en savoir un peu plus sur les joueurs et joueuses auxquels vous posez cette grille, quoi. Enfin, comment vous testez ça quand vous les observez, vous leur demandez d'expliquer ce qu'ils ressentent, vous les filmez, c'est qui, ils ont quel âge, c'est quoi vos critères de choix? Enfin, j'aimerais en savoir un peu plus sur cet aspect. Du coup, je suis un peu embêté parce que comme je n'ai pas encore reçu des prototypes suffisamment satisfaisants pour faire une vraie campagne de test, du coup, pour l'instant, c'est des questions qui sont encore en chantier, on va dire. Donc là, moi, j'avais profité pour les premiers résultats que j'ai eus, j'avais profité de tests sur le jeu de Sébastien Janvaux, qui étaient plutôt des tests axés sur est-ce que le jeu est bon ou pas, est-ce qu'on a envie de jouer, ce que les joueurs en pensent, quoi. Donc plutôt commercial, on pourrait dire. J'en ai profité pour insérer dans le protocole quelques questions sur la transmission affective, mais pour l'instant, ça s'est un petit peu arrêté là. Donc moi, j'aimerais bien le faire. Alors, je vais travailler avec l'atelier Google à Nancy pour faire tester à un maximum de joueurs et de joueuses différents, idéalement de tous âges, de tout profil, de tout arrière-plan culturel, etc. Moi, j'ai envie de le faire tester à plein de joueurs et joueuses différents, plutôt que des gamers, par exemple, des choses comme ça. Après, c'est pas encore fait, donc du coup, je peux pas en parler plus que ça. Et vous pensez les faire donner leur avis métadiscursif sur ce qu'ils ressentent, ou vous filmez et puis vous déduisez? Alors, dans ce cadre-là, moi je préférais que ça passe surtout par la discussion. En fait, je pense utiliser la roue des émotions de Genève comme elle a été prévue d'être utilisée en termes d'outils d'auto-évaluation, c'est-à-dire comme une aide pour pouvoir mettre des mots sur les émotions qu'on ressent. Et du coup, de masquer mon véritable travail sur la roue des émotions de Genève en l'utilisant comme support pendant des entretiens semi-directifs après avoir joué au jeu. Pour l'instant, c'est ça l'idée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore des questions dans le public? Ah bah parfait. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant et du coup ça m'intéresse d'autant plus vu ce que j'ai dit avant. Mais est-ce que, alors c'est peut-être aussi un peu tôt comme question, mais est-ce que ce genre de protocole demande un gros investissement ou c'est quelque chose qui pourrait s'envisager sur 1 heure de passation? C'est répétitif? Alors l'idée des protocoles pour l'instant, c'est d'avoir des prototypes qui soient très courts pour justement en faire beaucoup et pouvoir reproduire un petit peu ce que j'ai fait finalement avec Lie in My Heart, c'est-à-dire vraiment pas beaucoup de questions sur des séquences très différentes pour essayer vraiment d'avoir tout de suite des résultats ou non et de faire du quantitatif en fait. Pour l'instant, c'est en tout cas la direction vers laquelle je suis parti. Okay. Sachant que c'est pas du tout mon cœur de métier de faire passer des tests utilisateurs et encore moins des tests utilisateurs en sciences affectives avec ces outils-là. Donc c'est aussi un peu exploratoire, mais j'ai rendez-vous avec des collègues de Genève bientôt pour pouvoir justement cerner tout ça et faire ça correctement, entre guillemets. Pour l'instant, je suis plutôt parti sur quantitatif. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'on a encore questions, remarques ici, et puis aussi Fanny qui levait la main. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si ces outils-là qui sont développés surtout pour la création, faire du feedback justement autour du prototypage, pouvaient être utilisés pour faire de l'analyse de jeu, puis justement de l'analyse de séquences pour mieux comprendre les émotions en jeu. C'est ce que j'ai en fait, ça rejoint les questions d'avant. En fait, c'est ce que j'avais pas eu l'idée de l'utiliser comme ça, et puis finalement, en l'absence de prototype, je l'ai utilisé comme ça, et du coup, oui, de plus en plus, c'est quelque chose que j'aimerais développer, vraiment affiner l'outil à terme pour pouvoir l'utiliser dans des analyses de séquences. Et en fait, si l'outil fonctionne, je pourrais ensuite l'utiliser pour penser d'autres jeux, comme ce que j'ai fait avec Lie in My Heart, qui n'a pas du tout été pensé comme ça. Donc c'est vraiment une piste que je pense développer, très clairement. J'ai une petite question sur ta conclusion, en fait, parce que tu as mentionné le fait que les émotions vidéoludiques sont... Ah là là, pardon, je n'ai pas bu de café, je perds mes mots. Sont produites par différents aspects du jeu simultanément. Tu as parlé d'émotions narratives, viscérales... artefactuelles et relevant du gameplay. Et en fait, je me demandais comment est-ce que tu allais... décliner ton modèle est-ce que tu vas décliner ton modèle pour
analyser séparément ces différents types d'émotions ou comment est-ce qu'elles s'articulent. Et du coup, ça m'a fait me poser la question, est-ce que quelque chose comme le gameplay peut produire des émotions à lui tout seul finalement? Est-ce que ça existe seulement En fait, ça va être l'enjeu des prototypes, de voir si quelque chose comme le gameplay à travers l'agentivité peut en soi produire des émotions. Donc l'idée, ça va être de mélanger un peu les prototypes sur le plan narratif et de mélanger aussi l'agentivité ou non dans le cadre de ces prototypes et de voir si ça fonctionne ou pas. Est-ce que quand on vise de la colère narrativement et qu'on la renforce en donnant beaucoup d'agentivité et en faisant perdre les joueurs et les joueuses, est-ce que ça marche aussi bien que si on vise rien de spécial mais qu'on a les mêmes mécaniques de gameplay? Donc ça c'est l'enjeu pour justement avancer sur donc ce que Bernard Perron a pu appeler les émotions gameplay. Moi j'appellerais plutôt ça des émotions artefactuelles, mais c'est ça, la portée intrinsèque affective du gameplay. Et l'idée, de manière plus dans la démarche générale de game design, on va dire, sachant que moi je ne suis pas game designer, je fais l'aspect plutôt plus théorique, encore que c'est quand même des recommandations à destination de game design. L'idée, c'est de viser les émotions narrativement, de les renforcer à travers le gameplay par l'agentivité, et de les renforcer à travers l'audiovisuel, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais il y a aussi tout un travail derrière de renforcement aussi. Donc, ce serait super intéressant de voir si effectivement... Est-ce que ça marche discrètement et oui, conjointement? voilà. Ouais. Voilà. Bah, merci. Bah, c'est le but. Je me réjouis de savoir. Merci infiniment. On a peut-être encore un petit peu de temps pour une remarque. En tout cas, moi, j'en ai juste une. Ça m'a beaucoup fait penser à des travaux. Alors, malheureusement, il n'est pas dans la salle, d'un chercheur qui s'appelle Phil Lopez, qui est basé à l'EPFL et qui a travaillé notamment sur un projet qui s'appelle Sonantia, dans une idée de ce qu'il appelle le auto-game design, qui est en fait un générateur de jeux d'horreur où le game designer se contente juste d'indiquer sur une courbe de tension les tensions horrifiques qu'il a envie de générer. Ça va déterminer la musique et puis la taille des pièces ou des salles que le joueur va parcourir. Donc peut-être là aussi il y a quelque chose d'intéressant. C'est vraiment focus horreur par contre. Bah, à plus long terme, l'idée c'est d'avancer vers ce type de pratique et par exemple de modifier en temps réel. Donc là on est sur des jeux de rôle au tour par tour, mais de modifier dynamiquement les mécaniques de jeu, la taille des salles, les décors, pour effectivement par exemple aller sur de l'horreur ou générer de la tension ou pas. Ça c'est vraiment l'objectif à plus long terme et qui malheureusement dépasse un peu le cadre de ce projet. Bien sûr. Mais si je peux le réutiliser, en tout cas c'est là-dessus que j'irai. Là je pose les premières bases pour faire ça. Merci beaucoup. Merci. Rémi Kayat. Et puis oui, bien sûr, on peut l'appeler encore.